En médecine, on dit si à 60 ans tu te lèves et que tu as pas mal quelque part, c'est que tu es mort. Donc voilà. Bien. Donc bon, c'est la vie. Ok, ça va. C'est la vie. Très bien. Tu vois, ça va devenir mon nouveau mantra. J'ai mal donc je suis. Voilà. Salut YouTube, aujourd'hui je vous trouve pour un grand interview. On va parler blessures, sport d'impact, mal aux genoux, mal au dos, mal aux épaules, mal à tout ce que vous voulez. On reçoit aujourd'hui Jérôme Auger qui est kiné du sport, qui est un ancien basketteur de haut niveau, qui joue toujours au tennis, qui voit à peu près 100 patients par semaine. C'est ça. C'est ça. Donc voilà, fort d'une grosse expérience. Bonjour, merci d'être là. Eh bien avec plaisir, je fais tout de suite une petite précision. J'ai joué à un niveau correct, mais je n'étais pas basketteur de haut niveau professionnel, comme c'était parfois le cas. Voilà. D'accord. L'humilité du sportif. Exactement. On Par contre, apprécie. je connais bien leurs problématiques. Ok. On va parler de blessures, mais surtout d'impact. Et déjà, peut-être juste pour mettre les choses au point, qu'est-ce que c'est que l'impact ? Alors, déjà, il faut définir ce dont on parle, parce qu'on parle d'impact, c'est-à-dire l'impact de son propre corps sur le sol ou avec des impacts sur des ballons, par exemple, ou quand on joue au tennis, sur des balles, des raquettes, etc. On peut aller jusqu'à parler de l'impact dans les sports de contact, les sports de combat. Tu reçois un coup. Par exemple, quand on prend un impact, alors on est préparé, hein, on ne prend pas un coup comme ça sans être prévenu. Et il y a des sports d'impact comme le rugby par exemple, ou le hockey sur glace, le hockey sur gazon, où là il y a différentes notions autour de l'impact. Si par exemple on s'adresse à des coureurs, des runners, là l'impact ça va être la répétition de l'impact des pieds au sol et qu'il va falloir gérer en fonction des chaussures, de son passé, de ce qu'on veut faire et du type de sol sur lequel on court. Alors que l'impact chez le même coureur à pied sur une piste d'athlétisme, un sprinter, ce ne sera pas tout à fait la même chose. Donc voilà, c'est une notion qui est large et qu'il faut définir pour savoir ce dont on parle. Ok, donc du coup peut-être que pour aujourd'hui, on peut parler de l'impact type saut, atterrir avec son propre poids de corps ou peut-être avec un peu de charge de son poids de corps, type running, corde à sauter, squat jump, burpee, voilà ce genre d'impact-là. Ok, voilà. Moi c'est… Ok, donc l'impact, c'est marrant parce que moi j'en ai entendu parler en bien et en moins bien quand on est formé dans le sport parce qu'on dit que c'est bien parce que ça consolide les os, ça a un côté excentrique finalement dans la réception musculaire, un côté très cardio et ça a un côté un peu négatif type je vais me blesser, on peut se faire mal, c'est là qu'on se fait mal, ça fait mal au dos. Donc c'est où la balance ? Alors, mais c'est en fait comme tout, et c'est des questions qui reviennent souvent, c'est des questions où on doit donner des réponses pour donner des repères aux gens. C'est-à-dire que chaque chose va être un petit peu différente. Si je cours trop fort, trop vite, trop longtemps, trop brutalement, que j'ai été sédentaire pendant longtemps et que d'un seul coup je me dis tiens je vais me mettre au marathon de Paris et que d'un seul coup boum je pars, là il va y avoir un niveau de contrainte, en médecine on parle de contrainte sur l'os qui vont s'exercer. Là, le corps il n'est pas préparé, il ne s'est pas développé et ça risque d'être en déséquilibre et donc ça risque de favoriser des blessures type périostite, fracture de fatigue, etc., etc. Donc là, on est dans l'excès en trop. Maintenant, à l'inverse, l'os, si on parle du tissu osseux par exemple, c'est un tissu vivant et qui se minéralise au fur et à mesure de sa vie et qui évolue, qui vieillit aussi, qui se développe quand on est enfant et donc qui a besoin de ces contraintes-là pour son métabolisme. L'os se minéralise en fonction des contraintes qu'il reçoit. S'il n'a pas assez de contraintes, par exemple si on ne fait aucune activité physique et qu'on vit de manière sédentaire devant un écran toute la journée, malheureusement, là, à l'inverse, il n'y a pas assez de contraintes et l'os va perdre ses capacités mécaniques. L'os, c'est un tissu qui est solide, qui est fait pour appuyer dessus, qui est fait pour… On peut sauter, courir, jumper très haut, très fort. Pas de problème, c'est fait pour, à condition d'adapter et de se préparer petit à petit. On ne passe pas de rien à tout, comme on n'est pas sportif de haut niveau, puis plus rien après derrière. Donc voilà, il y a toute cette notion de dosage qui est très très importante. Ok, mais alors qu'est-ce qui va blesser finalement dans l'impact ? Est-ce que c'est parce que on y va trop vite ? Est-ce que c'est parce qu'on est mal placé ? Est-ce que c'est parce que on n'est pas assez préparé musculairement ? Est-ce que c'est parce qu'on est en surpoids ? Enfin voilà, est-ce qu'on sait s'il y a plus ou moins des raisons ? En fait, oui, il y a tout ce que tu viens de dire, ça participe à l'évaluation de la personne quand on les voit dans les cabinets, qu'on leur donne des conseils pour le quotidien. Donc, si une personne est en surpoids,
il y a forcément plus de charge qui va s'appliquer sur l'os à chaque foulée sur le sol. Donc là, évidemment, l'os, lui, qui n'est pas préparé ou qui est fragilisé, ça peut être par exemple par rapport à des pathologies, etc., il va mal supporter la mise en contrainte trop fort, trop vite. Tout va être dans le dosage. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, c'est un tissu qui est solide et il est fait pour. Alors, quel va être le bon dosage en fonction des gens? Ça va dépendre, c'est variable en fonction de chacun. Tout va être dans une sorte de ressenti aussi, on se connaît quand même assez bien. On sent que quand on se met à courir, à faire des sauts ou de la corde à sauter, on peut avoir des petites douleurs osseuses par exemple, et qui passent en quelques jours. Donc ça, c'est pas grave, tout le monde ressent ça. Donc en gros, comment est-ce qu'on sait qu'on est sur le point de se faire mal? C'est au ressenti, et est-ce que c'est j'ai mal pendant l'effort, après l'effort, le lendemain de l'effort? Comment est-ce qu'on sait qu'on est un peu sur la mauvaise pente? Alors, si on reste sur le tissu osseux, parce qu'il y a le tissu musculaire qui sont vraiment deux couples qui vivent du début jusqu'à la fin ensemble, si on parle de l'os, les douleurs osseuses d'effort, ça va être des petites douleurs qui arrivent progressivement, par exemple à la course à pied, et qui cèdent au repos en quelques jours. Une douleur à l'os qui ne ferait qu'augmenter, y compris au repos, doit obligatoirement amener à consulter, faire une évaluation, savoir ce qu'il en est. Mais une petite douleur qui arrive à l'effort, qui cède au repos et qui revient systématiquement à l'effort, manifestement, il faut aller voir pourquoi il y a trop de contraintes qui s'exercent sur cette zone-là. Et là, ça peut être mauvaise posture, trop de charge, mauvaise préparation. Mauvaise préparation, trop de charge, mauvais équipement, mauvais choix de surface pour courir, mauvaise technique de course. Trop de répétitions aussi, trop vite. Tout le monde pense savoir courir. Mais pourtant, ça s'apprend. En athlétisme, on passe son temps, on place le bassin, on place les appuis, on met les bras, la tête, etc. Donc courir, ça s'apprend. S'il y a des défauts aussi d'appui du pied au sol, évidemment, l'ensemble de la chaîne en haut est déséquilibré. Enfin, il y a mille et une raisons. C'est impossible de toutes les citer en même temps. Après, c'est souvent le bon sens, il faut le dire aussi. On sent quand, j'ai couru, j'ai forcé un peu, j'ai un peu mal, ça va passer. Et on sent quand il y a quelque chose qui alerte. Mais c'est pas parce qu'on ressent une douleur et c'est pas parce qu'en faisant du sport on a un peu mal qu'il faut tout de suite arrêter. Oh là là, panique à bord, j'arrête tout. Je vois bien que c'est pas pour moi le sport, j'arrête. Non, c'est pas comme ça parce que encore une fois, on est sur des tissus vivants qui nécessitent une progression et du temps pour s'adapter. Si on parle de l'os, c'est un tissu qui s'adapte lentement. On est sur plusieurs mois, plusieurs années pour se développer. C'est intéressant ça. Voilà, donc le muscle, lui, c'est tout de suite. On s'entraîne un mois et demi après, on est bien. L'os, c'est pas comme ça que ça marche. Par exemple, une fracture du tibia, je prends un exemple comme ça, c'est 3 mois pour consolider. Donc l'os, c'est un tissu qui alors qu'une lésion musculaire, ça va être 3 semaines, 1 mois. 3 semaines, 1 mois, voilà. Ça dépend la sévérité, mais l'os, c'est plus lent. Donc quand on a des douleurs osseuses et qu'on court, etc., pas de panique, faut savoir doser. Tout est dans le dosage. Et alors comment est-ce qu'on peut distinguer une blessure ou en tout cas une douleur articulaire, osseuse, musculaire? Comment est-ce qu'on sait? La colle, vous avez 3 heures. Il faut une dizaine d'années d'études de médecine. Non, mais en fait, en ressenti personnel, est-ce qu'on peut se dire, voilà, c'est une douleur, c'est une contracture musculaire, peut-être parce que c'est symétrique. Est-ce que c'est quand c'est asymétrique? Alors, généralement, mais encore une fois, c'est vraiment très très général et il peut y avoir plein de cas à part et qui contrediraient ce que je vais dire. Généralement, les douleurs symétriques qui arrivent en même temps et qui ne passent pas au repos doivent amener quand même à consulter parce que il faut au moins regarder. C'est pas forcément, heureusement, inquiétant, mais il faut quand même amener à regarder. Les douleurs généralement asymétriques qui surviennent à l'effort, manifestement, et qui sont surtout, c'est ça qui est assez important, calmées par le repos. On n'est pas inquiet. Posture à l'effort. Voilà, c'est soit les muscles, soit les tendons, soit les articulations. Après, le diagnostic de la cause de la douleur, c'est soit le médecin qui va la déterminer, soit une fois que le médecin a fait tous ses bilans et a dit il n'y a pas de problème organique en dessous, le kiné va faire son bilan et va déterminer la cause de l'origine des douleurs. J'ajoute quelque chose qui est important. La notion de douleur, elle est différente en fonction de chacun, de son vécu, même de sa perception de soi. Donc, quelque chose qui est perçu comme étant très douloureux chez certains,
peut-être pas forcément douloureux pour un autre. Donc, c'est le concept du sportif de haut niveau. Voilà. Qui résiste finalement à, oui, à après, la douleur. Évidemment, il y a le mental aussi. Voilà, le comportement psychologique qui permet de travailler sur ça, mais l'irritabilité des tissus et la capacité à déclencher une douleur est variable en fonction des gens. Donc, et en fonction de sa vie aussi ou pas? Par exemple, quand j'étais jeune, j'avais jamais mal et quand je suis plus âgée, j'ai toujours mal, mais est-ce que c'est parce que le corps vieillit ou est-ce que c'est la perception de la douleur qui est différente? Un peu tout. Il y a la perception de la douleur, il y a l'évolution des tissus, le vieillissement physiologique et normal des tissus qui ne répondent pas de la même manière. Parfois des antécédents, je peux en parler, une fracture au pouce au basket. Bon, certains jours, en travaillant avec les patients, certains jours j'ai un peu mal, d'autres non. Pourquoi, comment je ne sais pas. Donc ça dépend vraiment de beaucoup de choses. Voilà. Et donc l'impact, ça va plutôt blesser les muscles ou les articulations ou les os, ou les trois indifféremment? Alors, c'est quand même assez rare d'avoir, si on parle vraiment de répétition de micro-traumatismes et de répétition de contraintes sur des foulées, par exemple, assez rare d'avoir une lésion musculaire. Pour avoir des lésions traumatiques en torse, fracture, luxation, etc., il faut vraiment un choc direct ou au moins un déplacement, un mouvement forcé dans l'articulation. Donc ça, je pense que tout de suite, on sait de toute façon ce qu'il faut faire. Sur les micro-traumatismes répétés, la plupart du temps, c'est soit effectivement osseux, soit articulaire. C'est quand même, il peut y avoir des tendinites parce que le tendon, la tendinopathie d'ailleurs, le tendon fait partie de l'ensemble muscle-tendon. Donc là, on est plutôt dans le système musculaire, mais tout ça est lié. Parfois, le tendon, c'est l'insertion sur l'os qui va faire mal. Parfois, c'est bon. Donc tout ça peut être présent en même temps. Et, le ménisque, les épaules, le cou. Voilà, peut avoir plusieurs choses. Alors. C'est fonction des gens. Il ne faut pas s'inquiéter quand on a mal, mais pas non plus négliger si c'est des choses qui sont amenées à se répéter. Dans le temps. Et la meilleure chose à faire, c'est consulter. Et les médecins et les soignants ne sont pas là pour dire « vous arrêtez tout, vous restez dans votre lit ». Au contraire, ils sont là pour vous dire « je sais », mais on est quand même là pour dire « continue ». Enfin, en tout cas, c'est le discours qu'on a au cabinet. Continuer, on va adapter, on va doser, on va être en progression, on va fractionner, on va faire ce qu'il faut, mais on ne va pas tout arrêter. Tout le monde ne dit pas ça, parce que parfois tu vas chez ton médecin, j'ai mal quand je cours, arrêtez de courir. Il répond à la question. Mais en commentaire, je pense qu'on va avoir énormément de commentaires. Ah oui, moi on m'a toujours dit, t'as mal, hein, arrête de courir. Ou arrête de faire de la boxe, ou arrête de faire des burpees. Il y a peut-être de bonnes raisons pour que le médecin, le jour de l'évaluation, dise « écoutez, là, maintenant, ça suffit, mettez-vous un peu au repos ». Parfois, le patient comprend « ah, mon médecin m'a dit de tout arrêter », alors qu'il a juste dit « reposez-vous un petit peu ». Donc, bon, tout est aussi dans l'affaire de la communication, mais c'est vrai qu'on a tendance des fois à dire « bon, c'est rien, continuez » et c'est pas bon. Et parfois, c'est l'extrême inverse. On dit, vous arrêtez tout, vous restez chez vous. Non, mais tout est encore affaire de dosage. Est-ce que c'est possible de jamais se blesser? Et deuxième question, est-ce que c'est grave de se blesser? Alors, première question, est-ce que c'est possible de ne pas se blesser? Quand on fait du sport régulièrement au quotidien? Déjà, il faudrait définir ce que c'est qu'une blessure. À partir de quel moment on considère qu'on est blessé? Donc ça, c'est affaire personnelle, je pense. C'est vrai. Je prends un exemple. Le footballeur à l'Euro, qui est Coman, qui décrète qu'il va continuer à jouer alors que tout le staff médical, technique lui dit « tu sors », lui il dit « non, je continue ». Donc qui est blessé et quand? Ça reste quand même une affaire de communication entre tout le monde. Ensuite, je ne connais pas de sportif qui ne se soit jamais blessé ou jamais eu mal quelque part. À haut niveau, si on arrête tous ceux qui ont mal quelque part, il n'y a plus personne. Donc, il faut apprendre à faire avec, et plus le temps passe, plus la mécanique a subi des contraintes, des traumatismes, etc. Donc il y a des vieilles douleurs qui mettent un peu de temps à passer au démarrage. Maintenant, il y a des c'est pas grave de se blesser, pas en fait, c'est ça que tu es en train de me dire. Pas du tout. Je prends un exemple dans le basket. Michael Jordan a eu une blessure gravissime au début de sa carrière qui aurait pu lui coûter sa carrière. Surtout à l'époque en plus. Surtout à l'époque. Et non, c'est aussi grâce à ça que derrière on se reconstruit. Il y aurait beaucoup à dire sur l'impact psychologique des blessures et la façon dont on gère la blessure quand on est un sportif, quel que soit son niveau. Et ça permet aussi de se reconstruire et de dire, là, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut que je modifie. Et souvent, ça aide. Donc, ce n'est pas grave de se blesser. Tout dépend, là, évidemment, de la nature du traumatisme, évidemment. Il y a des blessures qui ont coûté des carrières à des sportifs de haut niveau, ou des sportifs qui ont dû arrêter leur carrière. Je pense à Andy Murray, par exemple, au tennis, qui a dû arrêter sa carrière, mais
Toujours dans le tennis, il y a des sportifs qui ont été blessés, Roger Federer par exemple, et qui derrière a continué à gagner, et peut-être même encore plus fort après qu'avant. Ouais. Parce qu'en fait, souvent les gens ont peur de se blesser. Enfin, en tout cas, moi, la cible à laquelle je m'adresse, donc c'est vraiment le sportif du quotidien, la sportive régulière. Souvent, il y a beaucoup de peur. J'ai peur de m'y mettre, j'ai peur de faire ci, de faire ça. Et souvent, c'est vraiment une peur de se blesser, de se faire mal. C'est fou, quoi. C'est irrationnel. Ça fait partie de la vie d'avoir peur des conséquences, mais on ne pense pas quand on prend sa voiture, oh là là, le nombre de morts sur la route, le nombre d'accidents, je ne l'apprends pas. On ne fait pas ça, il y en a peut-être, mais globalement, on ne fait pas ça. Ça fait partie du game, en fait. Voilà, c'est un peu le jeu, quoi. C'est très 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 fréquemment bénin ou embêtant quelques semaines, quelques mois, parfois un peu plus quand c'est par exemple les ligaments croisés du genou, c'est un peu plus long. Mais voilà, ça fait partie du game. Parce que tu vois, c'est marrant que tu parles du ligament croisé. Donc moi, ça m'est arrivé en 2016, début 2016. Bon, voilà, là, c'était le choix. J'arrête ma carrière de coach sportif, je continue, enfin, tu vois, surtout que j'avais plus de 35 ans. Et finalement, j'ai énormément appris de cette blessure. Et j'ai vraiment appris déjà un peu à lever le pied, à arrêter de croire que j'étais la meilleure du monde de tout. Et aussi à beaucoup soigner mes articulations, à beaucoup plus mettre de stretch dans ma pratique, que je ne mettais pas forcément. Et en fait, finalement, j'ai appris et je suis mieux aujourd'hui. Même si j'ai toujours mon genou parfois qui me rappelle, mais on apprend aussi. Finalement, parfois c'est progresser, se blesser. Mais exactement, c'est ce qu'on disait juste avant. Ça aide à se reconstruire aussi, à la fois mentalement et puis physiquement. Et en traumatologie, parce que là on est vraiment dans la case médicale traumatologie, ça dépend le niveau de traumatisme, attention, mais bien souvent, les gens derrière, les patients, sont mieux après qu'avant parce qu'ils ont appris, comme tu disais, ils sont renforcés, y compris l'ensemble de leur corps et pas que la zone blessée, et ils ont énormément progressé. Et ils reprennent à des niveaux pareils. Alors il y a toujours une proportion qui ne reprend pas, qui est différente. On est sur un tissu, on est de la biologie, donc forcément tout n'est pas écrit d'avance. Mais globalement, avec les traitements qui sont mis en place aujourd'hui, la compréhension des gens qui est de plus en plus grande grâce à Internet, grâce à tes vidéos ou d'autres, que les gens comprennent des tas de choses. Savoir, c'est comprendre, c'est apprendre. Donc, voilà. Et en termes d'impact, dans le milieu du coach sportif, on dit souvent que ça devrait être 20% de l'entraînement. Tu vois, par exemple, les squat jump, les burpees, les trucs un peu où tu as de l'impact sur les articulations, et 80 autres %, en tout cas dans ta séance de muscu, sans impact, sans saut, sans, tu vois. Est-ce que ça, c'est quelque chose que toi, tu as déjà entendu ou c'est un peu erratique comme ça, comme données? J'ai pas de données récentes comme ça qui me viennent en tête. Nous, on parle d'explosivité, genre 20% d'explosivité. Après, tout dépend quel est l'objectif, j'imagine, et l'entraînement, tu sais ça aussi bien que moi, doit être adapté en fonction de tes objectifs. Et dans certains sports co, par exemple, ton entraînement va même pas être le même que ton coéquipier parce que tu joues pas au même poste et tu as besoin d'un peu plus d'explosivité, d'autres un peu plus de force. Donc, la proportion 80-20, ça dépend aussi les séances. Si tu as des séances plus axées, explosives, elles vont être peut-être des temps d'effort plus courts avec un temps de repos plus long, mais tu peux faire une séance entière sur des impacts, des sauts, etc. Puis d'autres séances un peu plus, moins intenses, plus longues. Donc j'ai pas de données comme ça. Ce que je peux affirmer, c'est que on peut faire autant d'efforts qu'on veut, etc. Le corps est fait pour. Nous ne sommes pas des êtres faits pour rester sur place. On est fait pour bouger. Et il faut bouger, donc sauter, courir, etc. Il n'y a aucun problème. Tout est question, encore une fois, de dosage, de préparation, d'entraînement, de temps. On a souvent tendance à se dire « Allez, je m'y mets maintenant, c'est cette année, janvier, c'est bon, j'y vais, et hop, on y va à fond ». Et c'est là où les blessures arrivent parce qu'on n'est pas préparé. Donc non, le corps est fait pour. Il n'y a aucun problème à courir, sauter. Après, les proportions, le degré, c'est à toi de doser, de ressentir. De l'âge. Quelqu'un qui a 40 ans et qui fait ses séances et quelqu'un qui a 18-20 ans et qui fait la même séance. Fais gaffe, j'ai 40 ans. Mais moi aussi. Et donc, on n'aura pas la même intensité et le même ressenti derrière. À 20 ans, on va récupérer le lendemain, c'est bon. À 40, bon, tu vois. Alors justement, parlons-en. Qu'est-ce qui se passe qu'on a toujours mal au dos quand on a 40 ans ?
D'abord, je vais te contredire, on n'a pas toujours mal au dos quand on a toujours un peu mal quelque part. Oui, mais ça commence. Les tissus qui vieillissent, qui évoluent, qui se transforment. On n'a pas les mêmes os à 40 qu'à 20 et c'est comme ça. L'absorption des contraintes n'est pas la même. Pour utiliser donc c'est plus osseux, articulaire, musculaire ou c'est un peu tout? Tout, ça peut être discal si on parle du dos. Voilà, ça peut être effectivement, et on l'a vu, là, moi je peux. Alors là, au cabinet, on a eu depuis le premier confinement mais une augmentation terrible du nombre de patients qui ont décompensé des problèmes parce que musculairement, on a tous perdu un peu en masse musculaire, on est tous restés un petit peu plus... mes émissions restées en forme sur France 3, qu'est-ce qu'ils ont fait les gens? Voilà, et on le constate, ça y est, soit l'épaule, soit le dos, le genou... Il y a eu beaucoup de fonte musculaire. Oui. Notamment l'appareil locomoteur. Voilà, et on a eu une démonstration, je pense que des études vont sortir dans les années à venir qui vont peut-être démontrer ça, mais en tout cas, nous, on l'a constaté vraiment au cabinet au jour le jour. Et oui, on a tous perdu un peu d'endurance, de force, et ça a fait décompenser les problèmes derrière. Donc, pourquoi on a toujours un peu plus mal et plus le temps passe, on a un peu mal en médecine, on dit si à 60 ans tu te lèves et que tu n'as pas mal quelque part, c'est que tu es mort. Donc voilà. J'aime bien. Donc bon, c'est la vie. Ok, ça va. C'est la vie. Très bien. Tu vois, ça va devenir mon nouveau mantra. J'ai mal, donc je suis. Voilà, c'est un peu ça. C'est ça, un peu ça. Bon, après, c'est pas des douleurs. Ok, donc en gros, tu viens de nous dire qu'un peu d'impact, c'est quand même toujours bon. C'est bon pour la santé. Oui. À doser progressivement. Il y a d'autres variantes qui sont souvent oubliées dans le sport. La souplesse, l'équilibre. Est-ce qu'il y a d'autres variantes souvent comme ça qui sont un peu les parents pauvres, très importantes finalement dans la mobilité? La coordination, si tu pourrais citer. Il y a beaucoup je ne sais pas le mot d'ailleurs à utiliser, capacité dominante, physique, domaine, thématique, je ne sais pas. En fait, ça dépend les sports. Si on s'adresse à des gymnastes, à 8 ans, c'est limite pré-olympique, quoi. Donc, c'est des enfants qui ont fait de la souplesse, c'est un mot que j'aime pas, mais admettons souplesse, qui font ça depuis qu'ils sont nés, quoi, quasiment. Si par contre on s'adresse à des rugbyman, ils sont mobiles, souples, mais c'est quand même des gens, alors ça dépend les postes, mais c'est quand même des gens faits pour être costauds, solides et encaisser justement les fameux impacts dont on parlait tout à l'heure. On a un rugbyman juste derrière, donc je comprends. Il est derrière, comme ça je le vois, il acquiesce. Ouais. donc voilà, mais la souplesse, je fais une petite précision sur ça, c'est un mot un peu valise dans lequel on ne sait pas trop quoi mettre. Donc, on parle plutôt d'extensibilité, d'amplitude. Ça peut être l'amplitude, mais là, c'est plus sur la biomécanique, combien de degrés ton articulation te permet. Donc, soit on parle de souplesse et d'extensibilité du tissu musculaire. Il y a chez certains, c'est un peu plus raide que chez d'autres, c'est un peu plus extensible. Voilà. Et pareil pour le tissu conjonctif, donc ligaments, tendons, etc. Chez certaines personnes, on a des raides, on a des laxes, on a des hyperlaxes, on a des hyper-raides, mais ce n'est pas une maladie, c'est la variable autour de la norme. Voilà, c'est une population normale avec... Et pour le tout venant, alors là tu me parles de sportifs vraiment très spécifiques, mais finalement quand on fait du sport en entretien, est-ce que c'est obligatoire de travailler régulièrement son étirabilité, ou voilà, son stretch, son équilibre, sa coordination, ou est-ce que finalement ça va venir au fil de la pratique du sport qu'on préfère? Eh bien, tout dépend. Ça va dépendre du profil. Je prends un exemple, quelqu'un qui ferait du yoga depuis un moment, qui serait vraiment très mobile, etc. Si cette personne présente des douleurs, ce n'est pas forcément une bonne idée de continuer à étirer. Parce que à force d'étirer, il y a des contraintes, des nouvelles contraintes mécaniques qui vont s'exercer. Et avoir trop de mouvement, trop de mobilité dans son squelette, ça peut conduire à de l'instabilité. Alors là, pour le coup, quand on est instable, on peut avoir des douleurs et on a régulièrement au cabinet des gens qui, par exemple, sur les appuis en permanence sur les mains, commencent à développer des instabilités et des pathologies vraiment embêtantes pour les poignets. Et donc, voilà. Donc quand on est suffisamment mobile, mais ça c'est plutôt une évaluation à faire avec un kiné, un médecin du sport, son médecin traitant, et qui va donner la bonne conduite à tenir, et ma foi, c'est suffisant, il n'y a pas besoin d'augmenter encore plus. À l'inverse, quand quelqu'un est plutôt raide et manque de mobilité, là ça vaut le coup de gagner en mobilité, parce que justement on va diluer les contraintes
qui s'exerce toujours sur les mêmes zones quand on ne bouge pas assez. Donc en fait, moi, ce que j'entends, c'est que quand on est assez fort dans quelque chose, souvent, il faut aller travailler l'opposé ou en tout cas une autre capacité physique, souvent qu'on aime moins, qu'on n'a pas envie de faire. Par exemple, si on est très endurant, le côté renforcement musculaire, ça va moins nous plaire parce que ça va faire mal. Et si on est très souple, pareil, on ne va pas aimer trop se raidir alors qu'en fait, on en a besoin et vice-versa. Donc, finalement, en fait, moi, je dis souvent, quand tu n'aimes pas, souvent, c'est que tu en as besoin, dans le sport en tout cas. On a un peu ça. Ouais, on a un peu ça. Chez le sportif amateur débutant, effectivement, on a parfois ces besoins d'aller travailler sur des capacités athlétiques qui sont plus faibles que d'autres. Mais on a aussi ça chez le sportif de haut niveau qui peut être très fort. Par exemple, si on fait du sprint, 100 mètres, bon, mais ce sont aussi des gens qui vont travailler des footings longue durée, l'endurance, le cardio, parce que les effets de cet entraînement-là vont bénéficier. Évidemment, même si ça n'aide pas dans l'activité pure, ça va aider la récupération, ça va aider plein de choses. Donc le sportif amateur qui se met au sport ou qui veut faire un peu d'activité physique, même si le but c'est de courir par exemple un semi-marathon ou de se gainer, d'être bien, de se sentir mieux, en faisant des activités même qui semblent complètement à l'opposé, c'est formidable parce qu'il y a des transferts qui vont se créer. Ouais, donc c'est ça, donc c'est la variété des entraînements pluridisciplinaires. Exactement. Ouais. Okay. Et est-ce qu'il y a une dose on pourrait donner, par exemple, je ne sais pas, si quelqu'un aime, par exemple, nager, donc si c'est son sport principal, combien de temps est-ce qu'il devrait passer en pourcentage à faire d'autres activités, par exemple? En pourcentage, tout dépend le volume initial de l'activité, mais mettons qu'on… Si tu nages 2 heures par semaine, 2 fois 1 heure par exemple, il faut combien de temps devrait passer à faire du renfort ou du stretch? 1 heure d'endurance générale en course. Par exemple, la natation, c'est un sport en horizontal, il n'y a plus forcément d'impact justement. Donc là, c'est bon peut-être d'aller sur terre à sec. Pour densifier la masse osseuse, par exemple. Et puis peut-être une demi-heure de gainage, peut-être un peu plus, je ne sais pas, en fonction du temps et des besoins. Donc finalement, c'est presque 50-50 en fait. Là, Sauf à être sportif vraiment spécifique et donc à avoir un objectif de gain de temps, de compétition, etc. Le sportif amateur qui pratique pour son bien-être, son plaisir et sa santé, il faut, je pense, qu'il ait une vision un peu complète et globale des activités à disposition. Et pas se focaliser sur une activité uniquement. Ok. Alors, quelques questions rapides. En gros, repos ou consultation, j'ai mal au genou. J'ai mal au genou quand je cours, j'ai mal au genou devant le genou. Alors, si c'est une douleur unique un jour qui passe au repos, le lendemain c'est un peu raide, 2 jours après ça va mieux, 3e jour ça va, c'est fini, pas de problème. C'est du repos simple, il faut savoir se raisonner. Si c'est une douleur qui commence à revenir systématiquement, qui a tendance à rentrer dans la chronicité, ou une douleur qu'on sent s'installer de manière un peu insidieuse, vaut mieux consulter. Pour se rassurer, pas pour dire vous arrêtez tout, fini, mais pour prévenir si jamais une pathologie venait à se développer, d'agir assez rapidement. De manière générale, plus on consulte tôt, mieux c'est. Voilà. Sans non plus s'affoler dès qu'il y a la moindre douleur. J'ai mal au poignet quand je fais des planches, des pompes, j'ai toujours mal au poignet. Alors ça, j'aurais plutôt tendance à dire consultation. Parce qu'on voit, comme je te disais, beaucoup d'instabilité qui se crée. Des kystes aussi. Alors des kystes synoviaux, mais ça, c'est pas gênant. Ça c'est une petite poussée inflammatoire, puis ça se résorbe. Il n'y a pas grand-chose à faire, sauf si c'est important, ça se ponctionne. Bon, voilà. En revanche, quand on arrive à des situations où j'en vois où les os commencent à se luxer, se subluxer, c'est-à-dire une luxation un peu incomplète, de l'inflammation, etc., où là, on sent que ça va se finir en chirurgie pour stabiliser le poignet, je recommande de consulter. Je précise là-dessus, un poignet, c'est fait pour être stable. C'est 8 os. Si c'est raide, pas grave, on va vivre. Je vais compenser un peu avec le reste, mais ma main sera solide, je vais vivre normalement. Si mon poignet est instable, c'est terminé. La main ne peut plus rien faire. Une casserole, un pack d'eau, c'est fini, ça fera mal. Les planches, c'est même pas la peine. Le vélo, ça sera impossible aussi. Si on travaille avec ses mains, ce qui est mon cas typiquement, ça va être très compliqué. Donc, mal au poignet qui commence à rentrer dans la chronicité, on consulte. Ok. Mal au cervical. Alors,
les cervicales, c'est une zone qui est extrêmement riche sur le plan Ouais. sensoriel, ça peut être effectivement dû à de stresser un peu comme ça, le téléphone, l'ordinateur, les lunettes mal réglées, la conduite automobile, bon, plein de raisons. Franchement, on ne s'inquiète pas. Les cervicales, on attend, on voit ce que ça donne, on se repose, on fait quelques petits étirements conseillés, du sport, on ne se prend pas la tête. En revanche, si on commence à avoir mal dans les cervicales, qu'on sent une irradiation de la douleur, alors soit ça va être des irradiations vers la tête, soit ça va être des irradiations dans les bras. Là, on commence à se dire, bon, il faut aller checker ce qu'il y a quand même, faire une radio, éliminer des gros problèmes, et puis voilà. Donc, si ça rentre, pareil, c'est encore une fois la même réponse, si ça dure, on consulte. Ce qui est le bon sens même, hein, mais bon. Douleur au réveil. J'ai mal quand je me lève, j'ai mal au dos, mal aux chevilles. Tout dépend l'âge. Tout dépend l'âge de la personne et tout dépend la durée du dérouillage matinal. Si c'est 5 minutes pour se dérouiller le matin, pas de problème. Si il me faut 45 minutes pour être bien, là, ça peut traduire quand même des pathologies inflammatoires et il faut aller contrôler tout ça. Ok, donc là, c'est plutôt kiné, ostéo. Un médecin traitant et lui va orienter en fonction du bilan et des examens à mener. Ok. J'ai mal au dos. Bon, tu nous as aidé pour le programme pareil que les cervicales. Ok. Tout pareil. Donc, en gros, c'est jamais très grave. Il y a sauf si ça irradie et que ça t'empêche. Voilà. Alors, mal au dos, brutal, type lumbago, etc. Généralement 48 heures où on va calmer le jeu complètement. On ne reste pas au lit. Hein. Vous avez tous vu les publications de l'assurance maladie. Le bon traitement, c'est le mouvement. Donc on marche, on bouge doucement, on fait sa petite vie, mais on ralentit le rythme. Ça passera tout seul, pas de problème. Si on commence à avoir, tiens, j'ai 42 fièvres et j'ai mal au dos, bon, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas et il faut consulter. C'est encore une fois le bon sens, mais des fois, on assiste à des trucs un peu bizarres. Donc, il faut aller consulter. Okay. Si on a une douleur qui irradie dans la jambe, si on sent que ce n'est pas une douleur qui est comme j'ai l'habitude, on y va. Si on n'a jamais eu mal au dos de sa vie avant 50 ans et qu'on a mal d'un seul coup, il faut aller consulter. Okay. Si on a moins de 20 ans et qu'on a mal au dos, qu'on n'a jamais eu aucun problème, on va consulter. Okay. Voilà. Donc si ça fait 5 lumbagos qu'on a, bon, voilà. Par contre, ça nécessite de consulter quand même pour prévenir comprendre ce qui se passe. Voilà. Okay. Et j'ai une douleur, mais vraiment juste à l'effort, juste quand je fais un mouvement. Est-ce qu'il faut arrêter ce mouvement ou est-ce qu'on consulte Tout dépend. C'est difficile de répondre à cette question. Ouais. Tout dépend de ce qu'on est en train de faire. Si vous avez je prends un exemple, vous faites du baseball, et vous avez mal en lançant la balle, vu la force, l'amplitude ou autre, ça peut être normal. Si vous faites des squats sautés, des fentes enchaînées, etc., et qu'on a un peu mal, bon, fine, c'est l'effort. Ça fait partie du jeu. Ouais. Voilà. Si maintenant, dès qu'on marche ou dès qu'on se met à courir, on est plié en deux, là, vaut mieux quand même aller consulter. Ok. Voilà. Ce que je retiens finalement, c'est qu'en fait, la douleur, elle est un peu là tout le temps. Enfin, ça fait partie un peu du jeu et il faut l'accepter. Voilà. Et au final, les bénéfices sont bien supérieurs à parfois une douleur qu'on ressent. C'est une métaphore qu'on utilise souvent au cabinet, c'est l'éponge. L'éponge, si vous ne l'utilisez pas, elle sèche, elle ne sert plus. Si vous l'utilisez trop, elle s'use, elle est foutue. Si vous êtes au milieu à l'entretenir, voilà, essayer de la faire durer, elle va tenir, il n'y a pas de problème. Même si on frotte fort, il n'y a aucun problème. Donc, tous les tissus humains sont en permanence renouvelés. Donc, il faut faire. Les bénéfices sont largement supérieurs aux petites douleurs et aux petits inconvénients ressentis. Ouais. Il ne faut pas s'arrêter dès qu'on a mal quelque part. Ça fait des années que tout le monde se bagarre. Il faut bouger, il faut lutter contre la sédentarité. Ce n'est pas maintenant que les gens se mettent à vraiment beaucoup faire du sport qu'on va leur dire « vous arrêtez tout, ça fait mal ». Tu trouves que les gens font beaucoup plus de sport là en ce moment ? Pas forcément en ce moment, depuis quelques années, quand même les programmes manger, bouger, faut faire de l'activité physique, il faut bouger. Je trouve que… Bah c'est bien, ça fait plaisir à entendre parce que… Ok, bah tant mieux. Je trouve, il suffit de voir le nombre de… Je crois que le marathon de Paris a triplé ses effectifs ou doublé ses effectifs en 2 ans, 3 ans. Il suffit de voir le nombre de gens qui courent, qui font du yoga. Nike a des lignes Nike Yoga. Enfin, on n'aurait jamais vu ça il y a des années.
pour moi, il y a quand même un engouement autour de l'activité physique, bien qu'en France, il y a quand même un manque par rapport à d'autres pays. Et encore, on est un pays assez sportif. On peut faire mieux, mais on sent quand même que ça paye. Et il n'y a plus ce côté, je trouve, un peu péjoratif, négatif qu'on disait avant, les sportifs, bon ok, on va leur donner un ballon et puis ils vont être contents avec ça. Il n'y a plus ça. Maintenant, ça fait vraiment partie du mode de vie. Voilà, le lifestyle est sain de corps et d'esprit et on sent que l'activité physique et les discours payent pour ça. Cool, voilà. Donc on arrive à des trucs cool. Allez. C'est bon. Merci beaucoup Jérôme d'avoir participé à cette interview. Jérôme Auger que vous pouvez trouver à Paris dans son cabinet, mais il est très booké, donc c'est difficile de l'avoir. Il est aussi le fondateur de l'Institut de kinésithérapie, ICA. Il a participé à mon programme anti-mal de dos et aussi au programme Body by Lucile automne 2021, sans impact. Sans impact. Ouais, pour s'y remettre tranquillement, voilà, en douceur. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Salut.